crois qu'il faut dire que c'est un choix difficile parce que accepter ça, c'est accepter de souffrir et de voir son enfant souffrir. Et votre enfant qui est grand maintenant? Oui, elle est atteinte d'une surdité profonde, mais ce qui ne l'a pas empêché, avec beaucoup de difficultés et de travail, d'arriver bien sûr à une vie sociale normale. Mais je crois que on ne peut jamais dire aux gens que c'est facile et que ce n'est pas du tout un roman rose. Il y a une face sombre qui est une face de remise en question et aussi une face lumineuse. C'est ça que je voudrais dire aussi, c'est qu'un enfant est toujours une richesse et que finalement il y a aussi des moments très heureux et ce sont des vies qui valent la peine d'être vécues, même si elles sont difficiles, et qu'il faut de toute façon aider quand même aussi les parents dans ces moments-là. C'est vrai que la question que doit se poser le médecin, c'est est-ce que la douleur qu'on cherche à éviter, c'est celle de l'enfant ou celle des parents? Les deux. Tout à l'heure, Israël Nizan a eu un mot qui est très juste, il a parlé de doute. Mais je voudrais ajouter qu'il y a aussi des certitudes. Le doute, c'est parce que nous avons des images, nous avons des faits que nous ne comprenons pas, nous évaluons mal la douleur à venir, les difficultés, est-ce qu'on va pouvoir prendre en charge le doute vis-à-vis de ce couple, est-ce qu'on va les aider dans un sens, dans un autre, comment est-ce qu'on va les prendre en charge? Donc, il y a un très grand doute et on ne peut pas se mettre à leur place et nous-mêmes, nous sommes devant nos insuffisances. Et à côté de ça, il y a une certitude absolue, c'est que nous sommes dans la construction d'une nouvelle médecine, d'une nouvelle phase de la médecine, et qu'il faut aller de l'avant, et que des enfants qui autrefois étaient condamnés, nous pouvons les prendre en charge, nous pouvons les guérir. Et donc on est dans une situation nouvelle, avec d'un côté, dans nos pays et dans des centres pluridisciplinaires où nous nous complétons les uns et les autres avec nos compétences, nous savons sortir d'affaires des enfants menacés, et d'un autre côté, on se dit oui, mais est-ce que nous ne contrecarrons pas la sélection naturelle quelquefois à l'excès et jusqu'où ne pas aller trop loin? Et en définitive, quelquefois, dans des situations comme celle-là, on se dit finalement, si on laissait simplement la sélection naturelle se faire, nous n'aurions pas ces problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la sélection naturelle? Et puis il y a ce mot horrible qui est l'eugénisme, mais qui apparaît de plus en plus dans l'actualité aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs qu'on en débatte après ce sujet qu'on regardera ensemble, si vous voulez bien. C'est l'histoire de Chloé, elle a 4 ans, elle est née handicapée, un handicap détecté à l'échographie avant sa naissance, et les médecins ont refusé d'accorder à sa mère le droit d'avorter. C'est un reportage de Philippe Pécoul. Chloé a 4 ans, et pour la première fois aujourd'hui, elle tient en équilibre sur son vélo. Chloé est la seconde fille de Catherine et de Denis. C'est une enfant éveillée, intrépide, mais simplement un peu différente de sa grande sœur et des autres petites filles de son âge, car son avant-bras droit est mal formé. Elle n'a pas de main. Catherine est au 5e mois de grossesse lorsque les médecins découvrent cette malformation. Une malformation incurable, bien sûr, mais aussi, aux yeux de Catherine, une malformation grave. Face au choc de l'annonce, Catherine et Denis n'ont pas la même réaction. Ah, elle est dégoûtée, elle rentre dormir. Pour moi, tout de suite, c'était l'avortement. Je voulais avorter. J'étais en état de choc et je voulais pas entendre parler d'enfants différents, d'enfants amputés. Pour moi, ma seule réponse, c'était je veux avorter. Moi, je préférais qu'elle la garde, surtout si c'était pas plus grave que ce qu'on nous avait annoncé. Vous l'avez dit à votre femme à ce moment-là que vous ne vouliez pas interrompre cette grossesse? Non. Pourquoi? Parce que je pensais c'était elle seule qui pouvait prendre la décision. Mais contrairement au souhait de Denis, Catherine ne pouvait pas prendre librement cette décision. Pour le médecin, la malformation du bébé n'était pas suffisamment grave pour entrer dans le cadre de la loi. Elle ne justifiait pas un avortement. La demande de Catherine a donc été refusée. Ça m'a soulagée. Pour moi, c'est plus possible, je le garde, c'est fini. Parce que j'étais toujours entre le pour, le contre, et pour moi, quand il m'a annoncé ça, c'était décisif. Je ne pouvais plus rien faire, donc je le gardais. Vous vous rappelez l'instant où vous l'avez vu pour la première fois? Oui. Je l'avais même un peu boudé. C'est-à-dire? Oui, je m'en rappelle. Vous l'avez boudé? Un petit peu, oui.
j'ai tout de suite regardé son petit bras. Et alors? Bon, c'est différent quand c'est son enfant. Bon, ça faisait drôle, quoi. Vous l'avez embrassé? Ah oui. Je l'ai tenu dans mes bras. C'était bien. Vous n'avez pas trop boudé, alors? Non, mais bon, on a toujours peur. Et puis bon, c'est vrai que la première des choses qu'on regarde, c'est son handicap. Je voulais savoir comment c'était. Vous l'avez accepté tout de suite, ce handicap, ou pas, une fois qu'elle est née? Il fallait, c'était mon enfant, donc il le fallait, mais c'était quand même dur. Ce qui est le plus dur, c'est le regard des autres. Ouais. Finalement, Catherine a assumé Chloé. Mais si cela n'avait pas été le cas, Denis s'est toujours posé cette question, y compris pendant la grossesse. C'est pourquoi il a encore du mal aujourd'hui à admettre que Catherine n'ait pas eu le choix. Je pense que si une mère, peu importe le stade et peu importe le handicap, décide d'avorter, c'est qu'elle a bien pesé le pour et le contre. C'est impossible, j'arrive pas à... Donc, si elle a décidé d'avorter, je discuterai même pas. C'est un acte suffisamment... Enfin, c'est un acte grave pour qu'on puisse aller contre ce qu'elle pense. Donc c'est pour ça que je veux laisser le choix. Même pour une pathologie aussi peu grave pour vous, en tout cas? Même pour une pathologie suffisamment grave pour elle pour avorter. Avoir un enfant handicapé, si son propre choix n'a pas été déterminé par le fait qu'on assume, j'ose pas imaginer les ravages quand on a dit, mais depuis le début, je la voulais pas. Le jour où il y a une difficulté, j'ai un peu de mal à comprendre comment on va l'assumer. C'est pour ça, pour vous, qu'il faut que les médecins laissent le choix? C'est seulement pour ça. Chloé est là pour le plus grand bonheur du couple. Et Chloé est heureuse de vivre. A posteriori, donc, tout donne raison au médecin qui a fait jouer son éthique et préserver cette vie. Mais cette attitude est-elle toujours la meilleure? Faut-il toujours préserver la vie au risque de voir l'enfant rejeté par les siens? Ou faut-il, comme le prétend Denis, laisser le choix aux seuls parents qui en assumeront les conséquences? Réponse à cette question Eh bien, comme souvent en éthique, on pose les questions et on n'a pas forcément de réponse. Et sur cette question-là du qui décide, je n'ai pas de réponse. Il y a trois possibilités. La société, le médecin ou les parents. En fait, c'est les trois qui prennent une décision conjointe. Et c'est pour ça que le fait de se mettre ensemble pour discuter de ces cas est une avancée. Maintenant, je pense très sincèrement que lorsqu'un couple est confronté à une situation d'une gravité équivalente à celle-là, la voix de la mère est prépondérante. Et je crois qu'il faut que cette voix soit prépondérante. Mais quand je dis prépondérante, ça veut dire qu'elle n'est pas unique, car une société fait ses lois, et ce serait terrible que de dire que c'est les parents qui décident de tout dans ce domaine. Alors est-ce que la mère de Chloé, qui s'est vue refuser une demande d'avortement dans un premier temps, aurait pu aller voir un autre médecin? Absolument. Il y a dans notre pays 40 à 50 centres comme celui que vous avez vu fonctionner dans le documentaire de tout à l'heure, qui travaillent tous de la même manière et qui, bien heureusement, n'ont pas tous la même analyse et la même vision des situations. Et lorsqu'un centre, lorsque l'accord ne s'est pas fait qu'un centre, rien n'empêche une femme d'aller voir le centre d'à côté. Alors vous dites la société, les parents, le médecin, la société, c'est vous en quelque sorte, Jean-François Métayer, vous êtes législateur. Vous êtes opposé également à Israël Nizan, vous l'avez dit tout à l'heure, à une nomenclature, une graduation de ces actes, à partir de quand il faut avorter, dans quel cas, etc. Donc il y a tout de même toujours le doute, il y a la part d'éthique personnelle. Non, la part du doute s'exprime au travers du centre pluridisciplinaire, où il suffit qu'un seul des membres dise « je suis d'accord » pour que l'interruption médicale de grossesse puisse avoir lieu. Mais c'est quand même très important que les femmes et les couples sachent qu'on discute tous ensemble et qu'on met le maximum de compétences autour de cette décision. Chloé, bon, le cas s'est posé pour elle parce qu'il y a les échographies, il n'y avait pas d'échographie autrefois. Cette échographie, ces diagnostics prénataux sont de plus en plus précis. Donc on risque aujourd'hui et demain d'avoir de plus en plus recours à des IMG, à la demande des parents. Précis et de plus en plus précoce, et ça montre la limite de la loi.
lorsqu'on a voté la loi de 1994, on a indiqué une anomalie d'une particulière gravité. Et j'ai été poussé dans mes retranchements par un certain nombre de députés en me disant « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et j'ai répondu que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas faire un catalogue, je ne pouvais pas faire une liste, parce que la même maladie correspondant au diabète, par exemple, peut être plus ou moins grave, plus ou moins sévère. Et je me souviens très bien, parce que cette affaire me rappelle la vie. Un jour, j'ai eu un avocat qui est venu dans mon bureau et qui m'a dit « j'ai une patiente qui vient de mettre au monde un enfant à qui il manque un bras, est-ce qu'on aurait pu le voir et est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose ?» Alors j'ai un peu expliqué, et j'ai dit « mais ça aurait changé quoi ?» Il m'a dit « mais on aurait interrompu la grossesse. » Et je lui ai dit « mais pourquoi ?» Il m'a dit « mais enfin, une anomalie d'une particulière gravité. » Je lui ai dit « alors quand il manque un bras, c'est une particulière gravité. » Alors il m'a répondu, il m'a dit « on voit bien que vous avez les deux. » Évidemment, j'ai reçu l'objection, mais je lui ai dit « alors, quand ça s'arrête au niveau du coude, quand ça s'arrête au niveau de l'avant-bras, quand ça s'arrête au niveau de la main, où mettez-vous la particulière gravité ?» Et on voit bien que là, ça n'est pas possible. Alors il y a le judiciaire qui se mêle de tout ça quand même, et vous le citez, il y a les avocats. Alors vous savez qu'un débat inédit a invité récemment à la Cour de cassation ces dernières semaines autour de la requête présentée par les parents d'un enfant de 17 ans, lourdement handicapé, sa mère ayant contracté une rubéole pendant sa grossesse. C'est un peu ce qui vous est arrivé, Mijo Beccaria. L'arrêt rendu le 20 novembre par la Cour de cassation est historique. Il accorde en effet des indemnités à Nicolas en raison de l'erreur de diagnostic dont a été victime sa mère au cours de son accouchement. En résumé, Nicolas obtient réparation de l'inconvénient d'être né, pour reprendre le titre d'un livre de Sioran. Reportage Philippe Pécoul. Le 3 novembre dernier, à la Cour de cassation de Paris, une audience doit défrayer la chronique. Toute la presse est là. Cette cour doit examiner l'affaire Perruche, une procédure entamée depuis plus de 12 ans et dont c'est le dernier recours, aujourd'hui, devant ces magistrats. Nicolas Perruche est un adolescent handicapé de naissance. Il est sourd et muet, quasiment aveugle et atteint d'un grave retard mental. Ces handicaps ont été causés par le virus de la rubéole, un virus que sa mère a contracté pendant sa grossesse. Normalement, les médecins auraient dû déceler facilement cette maladie, mais ils ne l'ont pas fait. Dès le départ, lors de la grossesse, s'il y avait eu ce problème-là de déceler, il y aurait eu avortement. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. S'ils avaient su que leur enfant risquait d'être handicapé, donc, les parents auraient avorté. On ne leur a pas dit, ils attaquent les médecins, car ils estiment que pour leur fils, vivre ces handicaps, c'est un préjudice. Les parents ont été privés du choix, de la liberté qui est offerte par la loi d'interrompre une grossesse en cas de détresse, en cas de maladie grave. Ceci est une erreur parce que dans notre droit, toute faute qui engendre un préjudice doit être réparée. Mais pour l'avocat du médecin, la vie ne peut pas être considérée comme un préjudice. Je crois qu'un juge ne peut pas se permettre de dire que certaines vies méritent d'être vécues et que d'autres ne méritent pas d'être vécues. C'est une porte ouverte vers effectivement un certain nombre de pratiques eugéniques qu'il faut refuser. Finalement, les parents gagnent leur procès. Parce qu'il est né, Nicolas sera donc indemnisé. C'est une première en France. Est-ce que la réparation de la Cour de cassation est une réparation totalement satisfaisante ou est-ce que... Moi, pour moi, elle est satisfaisante, surtout pour Nicolas, puisque c'est Nicolas qui importe pour moi. Moi, ce que je souhaite, c'est le jour où je ne suis plus là, c'est que Nicolas soit à l'abri de tous les problèmes qu'il peut y avoir. Hein. Et je ne souhaitais pas... j'ai une fille qui a 23 ans et je ne souhaite pas non plus que ma fille prenne en charge dans l'avenir ce genre de problème. Ou alors que si elle doit le prendre en charge, qu'elle puisse, je dirais, financièrement le prendre en charge. Mais en obtenant cette indemnisation, les parents de Nicolas ont donc soulevé une question délicate. Peut-on vraiment considérer certaines vies comme un préjudice ? Réaction. Réaction, c'est un Hiroshima éthique pour toute la profession, car si les magistrats sont là pour dire le droit, je pense qu'ils ne peuvent pas se substituer au peuple français pour dire l'éthique. Or là, leur souci d'indemniser est venu recouvrir une notion fondamentale qui est le fait de dire que la vie est un préjudice. Et j'ajouterai à cela que dans le corps médical, la vague qui est en train de se produire est une vague de contentement. C'est-à-dire, la société décide pour nous, on nous demande de donner des avis techniques, nous allons nous contenter de donner des avis techniques,
Et désormais, non mais attendez, ce que vous êtes en train de dire est terrible, c'est inacceptable, mais vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire, je vous connais suffisamment pour ça. Je suis de l'avis d'Israël Nizan. Désormais, nous allons bien dormir. Vous avez eu cette phrase terrible un jour à Philippe Pécoul, je crois, en disant l'IMG, c'est la seule médecine où les médecins ont intérêt à tuer. La médecine fétale. La médecine fétale. La médecine fétale est la seule médecine où les médecins ont intérêt à tuer, car jamais un médecin n'a été traîné devant un tribunal après avoir avorté, fût-ce injustement, une grossesse, alors que lorsqu'on sous-estime la gravité d'un pronostic sur l'échographe, on peut aller au tribunal. Ce qui est évident, c'est que désormais... Mais comment va réagir le législateur? Le législateur aujourd'hui, il va s'opposer à ce qu'à partir de la 10e semaine, et notamment jusqu'à 12 et au-delà, le médecin soit obnubilé par le seul souci de déceler une éventuelle anomalie, fût-ce un doute d'ailleurs, que dès qu'il aura le moindre doute, il en fera part à la famille en disant « Écoutez, moi je vous informe, et puis vous décidez », et la famille, même si elle a le désir de mettre l'enfant au monde et de l'accompagner, sera peut-être contrainte à choisir l'interruption pour ne pas risquer d'être poursuivi plus tard par leur enfant devenu grand pour avoir permis qu'il naisse ainsi. Je voulais simplement dire que on voit au moins quelle était l'horreur de cette maladie pour les femmes enceintes. Et je voudrais dire merci aux médecins qui ont découvert une façon de le soigner. Bon, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était plus un problème et que les femmes peuvent avoir un vaccin et ne pas subir cette horrible maladie. Oui, la rubéole. Et puis dire aussi ce qui me révolte le plus, ou ce qui me trouble, c'est que pendant 17 ans, et après 17 ans de vie avec cet enfant, qui a certainement des richesses avec qui il peut avoir un contact, les parents en soient réduits à demander indemnité parce que l'enfant est encore en vie. Ça, je trouve que pour tous les parents qui ont un enfant pas comme les autres, entre guillemets, c'est quelque chose d'absolument révoltant. Un chroniqueur cette semaine dit dans un journal « Trop de responsabilité tue la responsabilité ». Lorsqu'on met la contrainte médico-légale sur le corps médical, c'est pas le corps médical qui pâtit le plus. Oui, alors et c'est les judiciaires qui vont nous conduire à l'eugénisme. Attendez. On y est. Si on valide cet arrêt de la Cour de cassation, on y est. Le seul point positif. Comment allez-vous réagir, vous qui êtes encore une fois un des pères des lois de bioéthique? Le seul point positif que je vois, c'est que la justice attire l'attention sur le fait qu'il y a une sorte de contradiction à vouloir s'opposer à l'eugénisme par les lois et à ne pas prendre suffisamment en charge les handicapés à la naissance, parce que là, manifestement, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Simplement, en allant jusque-là, ils ont franchi un pas beaucoup trop grand, car ils ont ouvert la voie à ce qu'on élimine pour ne pas avoir ultérieurement à rendre compte et à ne pas avoir laissé se développer des vies dont on aurait pu estimer qu'elles ne valaient pas la peine d'être vécues. Nous sommes dans une société qui privilégie et qui fait le culte de la différence et de la tolérance et en même temps on élimine. Mais nous sommes le pays des droits de l'homme et on est en train de nous acheminer vers la discrimination des enfants à naître. Israël Nizan. Mon sentiment est qu'il est extrêmement important que tout le monde puisse avoir un exposé des conséquences de cet arrêt de la Cour de cassation. Et je ne sais pas quels sont les modes juridiques, mais en ce qui me concerne, les centres pluridisciplinaires n'ont plus de raison d'être si... Ce qu'on a vu dans le film. Ce qu'on a vu fonctionner dans le film n'ont plus aucun sens. Rassurez-nous, ils vont continuer à fonctionner quand même. Je ne vois pas. Si le centre pluridisciplinaire ne sert plus qu'à donner un avis d'expert, la femme peut très bien consulter des experts. Ce ne seront plus des aides à la décision. Arlette Gary, est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un grand débat national pour mobiliser tout le monde et puis éveiller encore une fois les consciences sur ces problèmes et faire en sorte que tout le monde soit traité en adulte sur des problèmes éthiques de plus en plus importants? D'abord, les parents sont parfaitement désorientés parce que la question qui se pose, c'est qu'habituellement, ils ont comme tâche intérieure de protéger leurs enfants de la mort. Or, tout d'un coup, on leur propose de protéger leurs enfants de la vie. Et c'est quelque chose auquel ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi à ça avant. Et donc, ils se trouvent, si vous voulez, extrêmement démunis face à des décisions qu'ils doivent prendre, qui sont parfaitement contradictoires et finalement qui ne sont pas tellement humaines. C'est qui doit vivre, qui doit mourir, c'est pas de l'ordre. Mais merci encore une fois, merci à tous. Je voudrais présenter quelques livres qui vont vous aider dans cette réflexion et après ce très beau film de Philippe Pécoul, L'enfant interrompu aux éditions Flammarion, Sonate pour un clone de Jean-François Mattei, qui est une très belle fable que vous avez écrite, qui est parue aux presses de la Renaissance, et puis La course folle, les généticiens parlent de Caroline Glorion, édition Les Arènes. C'est la fin de cette émission réalisée par Philippe Lallemand. Hommage tout particulier au travail de Philippe Pécoul, qui a réalisé le document, je pense que vous en êtes d'accord,
qui a fait l'essentiel de cette soirée, Bébé, je t'aimerai toujours, et Aymar du Châtenay, qui a cru en ce film et a accompagné sa réalisation tout au long de ces longs mois. L'équipe de Zone Interdite, c'est aussi, entre autres, Marine Vogel, Pascal Lebovici, Alexandra Pisanti et Karim Adrali. Je vous renvoie sur le site internet m6.fr pour plus de précisions sur l'interruption médicale de grossesse. La semaine prochaine, vous retrouverez Capital, les rois de Paris. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un numéro de Zone Interdite consacré aux princes et princesses. On change d'univers. Culture Pub, tout de suite, le bon docteur Scholl. Bonne soirée sur M6. Fini le rocker des années 60 avec ses grosses rouflaquettes, fini le hippie avec sa barbe fleurie dans les années 70, fini le macho velu. Aujourd'hui, c'est l'âge d'or des chauves et des imberbes et la dictature de l'épilation. Pourquoi? Réponse cette semaine dans Culture Pub. M6 Publicité. Est-ce un mal de succomber? La vie n'est pas en noir et blanc. La vie est en or. J'adore Dior, le nouveau parfum de Christian Dior. Chérie? Oui? Tu te rends compte qu'une douche, ça coûte que 90 centimes d'électricité? Combien? 90 centimes. Marie-Amélie, viens prendre ta douche. Pas question. De toute façon, j'ai pas 90 centimes sur moi. Avec les conseils d'EDF, profitez pleinement des bienfaits du chauffe-eau électrique. Calciumi esse, se sala zilambile ngalo lonke ixesha. Ukhohlakele lo mhlaba. Ukhohlakele gqithi. Xa esisomiso siqhubeka, kuzawufuneka ube sezingqondweni zakho ngalo lonke ixesha xa ufuna ukuphumelela. Ithatha 714 kilometers. Nouveau Freelander, TD4 Common Rail, de Land Rover. Le nouveau lave-vaisselle Brandt dispose d'un espace entièrement modulable. C'est bon de pouvoir compter sur Brandt. Pardon, monsieur, quelle heure il deal? Pour moi, la fiche d'identité des entreprises, c'est sur 3617 Euridil. Exactement. Euridil, le registre national du commerce. Président, quelle heure il deal? Pour moi, les comptes et les bilans des entreprises, c'est sur euridil.inpi.fr. Exactement. Euridil, le registre national du commerce. Le monde de demain aura besoin de proximité et de technologie. Il aura besoin de conquête et de sécurité, de diversité, mais aussi d'unité. Le monde de demain aura besoin de local, il aura besoin d'international. Le monde de demain aura besoin d'imagination et de bon sens. Le monde de demain aura besoin du crédit agricole. Voici le nouveau Ford Transit Propulsion. Voici le nouveau Ford Transit Traction. Nouveau Ford Transit, on vous le livre comment? Vous avez une dernière volonté? Une pizza. Vous voyez celle qui est ovale, très fraîche, avec cette pâte au levain cuite au four à pierre. Ah oui, Vous voulez parler de cette pizza individuelle? Oui. Avec beaucoup de fromage dessus. Oui. Et une sauce tomate cuisinée à l'huile d'olive. Vous vous rappelez de son nom? Non. Tuez-le. Se souvient surtout du goût. Ah, je l'ai,
ce sont des bons chefs. Chaque fois qu'on me propose un café, je suis obligé de mentir, de prétendre que je n'aime pas ça. Je ne me vois pas dire non merci Albert, mais ton café est vanté, je n'y tiens pas. En plus, mon pauvre vieux, tu vas mettre un quart d'heure avant de revenir avec 2 expressos, franchement moyen. Non, c'est plus prudent de dire qu'on n'aime pas ça. D'ailleurs, c'est le problème avec ce système. On n'a plus aucune envie de boire un autre café, même s'il est offert avec attention. L'attention, la gentillesse, ça ne remplace pas un espresso digne de ce nom. Le choix. La simplicité. Le plaisir. Nespresso, le système. Je suis Puzzle. Puzzle pour rêver. Puzzle pour jouer. Puzzle pour passion. Puzzle pour offrir. Puzzle qualité. Dans la famille des Animablocs, surprise! Voici le jardin magique. Le jardin magique de Fisher-Price pour construire et se construire en s'amusant. De toute manière, tu sais. Non mais tu vois, le temps de sortir des embouteillages, trouver une place dans le quartier, et tout ça, moi j'étais pas en avance. Hein. Puis en plus, t'avais oublié de me donner le code. Heureusement, j'ai croisé Julie qui était en retard aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas pu voir Alex. Tu sais, Alex, le prof de gym, celui qui a passé la soirée dans la pièce du fond. Ah ouais, avec un pull bleu, ouais. Mais non, pas lui, c'était Fred, c'est celui qui nous invitait, le copain de Cécile. De toute manière. Vélo des villes, vélo des champs, Décathlon invente le Between. Aussi à l'aise partout que partout. Une innovation Décathlon. Prêt ? Eh oui, on ne peut pas être égaux partout, sauf pour la voiture. Car à la GMF, entre les crédits, les réductions à l'achat et l'assurance à tarif avantageux, tout le monde est gagnant. GMF, assurément humain. Enfin, nous voici quasiment au terme de notre compte à rebours. C'est en effet demain que je vous donne rendez-vous ici sur le plateau de Mission 1 million. Nous accueillerons nos 5 premiers candidats qui vont tenter de répondre correctement aux 9 questions et peut-être repartir avec 1 million de francs. Demain, vous découvrirez aussi le rôle du capitaine, un rôle essentiel dans cette émission. Vous verrez pour la première fois notre échelle des gains qui leur permet de gagner ensemble de 5 000 à 1 million de francs. Et enfin, nous jouerons à notre épreuve terrible qui est le Terminator, mais encore un petit peu de suspense. Je vous donne donc rendez-vous demain à 18h55 sur M6 pour Mission 1 million, votre nouveau rendez-vous quotidien. Mission 1 million avec eldorawin.com, site de loterie sur Internet. Je suis le sergent tirailleur Highway. J'ai descendu plus de bière, ramassé plus de pêche, baisé plus de poufias, émasculé plus de mecs. Et vous tous ici, bande de bleusailles. Quand on obtient le statut de maître de guerre, il faut avoir un charisme de meneur. Allez, levez-vous. Offrir à ces hommes le meilleur entraînement. Leur imposer une discipline de fer, savoir les mettre au pas, mais aussi et surtout respecter chacun d'entre eux. Et quand on veut faire partie de l'élite militaire, il faut accepter d'avoir des rapports passionnels avec sa hiérarchie. Vous êtes à ma pogne. Alors, demain à 20h50, en maître de guerre, c'est Clint Eastwood qui donne les ordres sur M6. Et revoilà une nouvelle perturbation. Demain matin, en effet, des pluies faibles, voire soutenues sur les régions ouest, arroseront une grande partie du pays. Un vent de sud-ouest remettra à souffler en Manche et sur le Poitou-Charentes. Quelques ondées taquineront le Languedoc-Roussillon et partout ailleurs, attendez-vous à un ciel voilé. L'après-midi, la perturbation pluvieuse se décalera vers le nord-est. En même temps que les températures, la limite pluie-neige remontera considérablement sur les Alpes du Nord. Un temps bien ensoleillé embellira les côtes atlantiques, l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Enfin, sur le reste
des régions, vous échapperez à la pluie, mais les nuages resteront cependant nombreux. Le mercure sera stationnaire le matin, 3 à 11 degrés. Et bonne nouvelle, les températures vont se radoucir dans l'après-midi, 10 à 20 suivant les régions. Bon lundi à tous. Toutes les prévisions météo, 24 heures sur 24, c'est sur m6.fr. Darty, le contrat de confiance. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête, on le voit. Homo fraîcheur champêtre, un nouvel homo tablette tutti frais. Sarah Picasso, il imaginait. D'abord, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Consorce a été élu 3 fois numéro 1 en moins d'1 an. Consorce 08 1000 5000 ou sur consorce.fr. Voici le nouveau Ford Transit Propulsion. Voici le nouveau Ford Transit Traction. Nouveau Ford Transit, on vous le livre comment? Qu'a dit Neil Armstrong en posant le pied sur la Lune? Oups, bonjour la Lune? Non, mais non, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un? Mais non, c'est pas ça. Mais non. Il aurait pu mettre des chiottes. Oh ben n'importe quoi. Trivial poursuite, c'est bien fait pour rire. Thalys, le train est clair. Vous voulez changer de couleur? Essayez Couleur Intense, la crème ultra colorante très longue durée de Caranove. Avec Couleur Intense, vous allez changer pour une nouvelle couleur et faire briller vos cheveux d'un nouvel éclat. Le résultat avec Caranove, c'est celui que vous attendez. Caranove, le laboratoire de beauté du cheveu. La maison de l'horreur. Préparez-vous au choc en DVD et vidéocassette avec Fun Radio. Thalys, le train est clair. Avez-vous une vision globale de qui va réaliser votre site internet, concevoir votre campagne de publicité, se charger de l'achat d'espace? Détendez-vous. On s'occupe de tout. Eurasset, Global Web Agency. Vous êtes bien sur la messagerie vocale du PUBLICITE. Cette semaine, dans les jeudis de l'angoisse, on joue les babysitters. Si on évoque certaines choses, elles arrivent. Qui t'a dit ça? La retrouver. Mais avant d'accepter une fillette en babysitting, Jolie démonstration de ses capacités d'hypnose. assurez-vous que ce n'est pas Carole Anne. Erreur que tous les adeptes de Poltergeist n'auraient pas commise. Ce n'est pas Carole. Je vais compter jusqu'à 3, Caroline. Et dès que j'aurai fait claquer mes doigts, tu te réveilleras. Poltergeist 3, c'est jeudi à 22h40 sur M6. La Minute Internet avec Alcatel, architecte d'un monde Internet. Comme tous les amateurs de jeux vidéo, Clément déteste être coincé par une difficulté au milieu d'une partie. Dans ce cas, Clément se connecte sur Internet où l'on trouve des solutions en tout genre. Il y a d'une part, je pense, les sites des éditeurs et d'une autre part, les pages personnelles donc des internautes qui divulguent leurs trucs, leurs astuces sur le jeu vidéo. Il y a plusieurs types de conseils. Cela va des tuyaux pour progresser d'un niveau à l'autre, aux solutions complètes données par l'internaute qui a déjà fini le jeu, en passant par les cheat codes, de véritables codes de triche à n'utiliser qu'en cas désespéré. Ça m'arrive souvent quand je vois pas qu'il y a d'autres solutions, qu'on commence à s'énerver un petit peu sur l'ordinateur. Donc là, hop, on va sur Internet et on essaie de récupérer donc des codes qui permettent par exemple d'être invincible. Les sites d'aide au jeu pullulent sur le web. Il suffit pour les trouver de taper Solus ou Astuce sur un moteur de recherche. La Minute Internet avec Alcatel, architecte d'un monde Internet.
Mardi à 20h50, Bigard fait son Fréquence Star sur M6. Là, on fait Fréquence Star de la grande tarlouse blonde Laurent Boyer. Vous voyez qui c'est? Qu'on le trouve vulgaire ou désopilant, Bigard ne laisse personne indifférent. Dans Fréquence Star, Laurent Boyer vous fait découvrir l'homme. Non, là, on n'est pas à l'abri de passer une bonne soirée, hein, moi je vous le dis. Hein. Un portrait brut pour un comique sensible. Ah, je peux plus le supporter. C'est mon tout premier. Mon Fréquence Star. Hein. Email Job, site internet de recherche d'emploi, vous présente Culture Pub. Salut, n'en déplaise aux moustachus, aux barbus, aux velus de tout poil, le système pileux n'est plus à la mode. Non seulement il n'est plus au goût du jour, mais en plus il est synonyme de machisme, de primate, de crade. Le marketing est formel, la tendance est lourde, il faut éradiquer le poil. Alors pourquoi veulent-ils nous raser de la sorte? Évidemment, pour mieux nous tondre. Démonstration dans l'enquête que nous vous proposons cette semaine. Pour le reste, voici le sommaire de l'émission. Le poil, c'est sale. Le poil, c'est mal. Jadis viril ou érotique, aujourd'hui le velu est désapprouvé. Comment le marketing mène une guerre totale aux pilosités en tout genre, c'est la première enquête de la semaine. Quand on cessait de les faire souffrir, c'était pour les laisser mariner dans leur jus. Et puis le docteur Scholl a libéré les pieds. Il a dédié sa vie au confort de l'arpion. Culture Pub vous raconte l'histoire d'un concept bien senti. Enfin, ne manquez surtout pas Planète Pub, vous verrez que chez les Vikings, le port du casque n'a rien perdu de son attrait. Mais tout d'abord, une page d'actualité. Pour connaître le nom de cet annonceur, il vous suffit d'écouter les 3 notes qui vont suivre. Intel élève la signalétique de marque au rang de stratégie publicitaire. 3 bandes de couleurs et une mélodie sur 3 tons, c'est du genre dépouillé. Quant à ces 3 uluberlus, contrairement aux apparences, ils ne sont pas le résultat d'un croisement entre Fantomas, Saint-Schtroumpf et les frères Jacques. Ils forment le Blue Man Group, une troupe d'artistes américains qui fait un carton outre-Atlantique. Comme cette campagne est mondiale, les 3 zigotos n'ont pas trop de soucis à se faire pour leur prochaine tournée à l'étranger. Et pour ce qui est de trouver un sponsor... Have you come to your senses? Il est ce qu'on appelle un grand monsieur du 7e art. Il a sorti le cinéma underground du ghetto et en a fait un genre populaire. Il a même présidé le festival de Cannes il y a 2 ans. Mais David Cronenberg s'est également commis dans la pub. Un moment d'égarement sans doute, puisqu'en 40 ans de carrière, le réalisateur canadien n'a signé que 3 spots, dont cette pub très... publicitaire. Cronenberg a quand même glissé un clin d'œil à son public dans ce spot pour Nike. En effet, certains reconnaîtront peut-être l'univers suintant de son film Le Festin nu, adapté du roman de William Burroughs. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l'œuvre complète de David Cronenberg, vous avez jusqu'au 5 décembre pour assister à la rétrospective qui lui est consacrée au cinéma Harlequin à Paris, dans le cadre du festival d'automne organisé par les Cahiers du cinéma. Lorsque Monsieur L comme Lefebvre et Mademoiselle U comme Utile achètent leur première pâtisserie à Nantes, ils ignorent sans doute que 150 ans plus tard, l'U serait leader sur le marché français des biscuits sucrés. En revanche, ils savaient déjà qu'il fallait communiquer. La publicité a été utilisée très tôt. L'U a illustré tous ces emballages. Alors, à travers l'emballage qui était ce premier média, est venu aussi, bien sûr, des illustrations de publicité. Artistes nantais pour les emballages, célébrités mondiales comme Sarah Bernard pour les cartes postales et les calendriers. Le credo des Lefebvre Utile est clair. Pour vendre des biscuits, il faut, je cite, séduire l'œil par l'image. En 1886, la création du Petit Beurre est annoncée par une campagne d'affichage. Mais ce n'est que 10 ans plus tard que Louis Lefebvre Utile, le fils, décide de donner au biscuit son ambassadeur, le petit écolier.
La star de l'expo, c'est le petit beurre, bien sûr. C'est un petit peu un emblème de la société, mais aussi un emblème des biscuits en général. Dans les années 50, Lu décide de miser sur la notoriété du biscuit et confie au grand designer Raymond Louis le soin de moderniser son emballage. Plus tard, les illustrations publicitaires du petit beurre seront signées par les plus grands, Sampé, Folon, Gruau et j'en passe. Aujourd'hui, le petit beurre, c'est seulement 4% du chiffre d'affaires de Lu, et pourtant, il reste la pierre angulaire de l'image de la marque. L'annonceur de ce spot fête ses 15 ans. Et dans son secteur d'activité, ce n'est pas le boulot qui manque. Pourtant, il n'a pas vraiment envie de faire la fête. Et pour cause. Dans certains pays, on peut prendre 20 ans pour un mot ou une photo. Soutenez les journalistes emprisonnés. Achetez l'album de Reporters sans frontières. En l'an 2000, ils sont encore 85 derrière les barreaux. Image trash pour campagne choc, c'est apparemment la nouvelle recette qui marche en matière de sécurité routière. Ce style de discours vérité est plutôt nouveau en France. Et là, en plus, il vient d'un annonceur public. La réalité, c'est un enfant qui meurt tous les 3 jours. Et c'est là-dessus qu'on avait voulu communiquer, qu'on a mené cette campagne-là, qu'on a essayé de déstatistiser un petit peu ce débat-là pour confronter réellement à l'absurdité de ces morts. La campagne conçue par l'agence Euro-RSCG Corporate était assortie d'une distribution gratuite de rehausseurs d'enfants. Seul problème, le visuel de la poupée en deuil. Mattel, fabricant de Barbie, a exigé le retrait de la campagne. Comme quoi les intérêts privés des marques ne font pas toujours bon ménage avec ceux de leur propre public. Face à la déliquescence des valeurs familiales, France Télécom a décidé de mettre le holà. Pour Noël, j'aimerais bien un portable. Avec un portable, tu vas être indépendant. Tu vas partir, ta mère va se mettre à boire et on va divorcer. Franchement, tu veux détruire la famille? Oula. À Noël, ne cherchez plus d'excuses. Cherchez plutôt le coffret compte mobile Hola. Selon vous, qui de José Bové ou de Fabien Barthez incarne la modernité? Selon vous, qui de Demis Roussos ou de Pascal Obispo fait le plus fantasmer les femmes? Les chauves, les imberbes et les foufounes bien élaguées sont désormais les icônes de l'esthétisme nouveau. L'épilation et le rasage sont devenus des maîtres mots. Alors pourquoi cette tendance au glab? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marketing a pris le pouvoir et le marketing, il adore ranger, planifier, codifier, mettre les consommateurs dans des petites boîtes. Et le poil là-dedans, mais le poil, il est hirsute, le poil, il est naturel, le poil, il exprime l'animal, la bête qui est en chacun de nous. Et cette bête, elle a été éradiquée par la nouvelle dictature du glabre. Bref, aujourd'hui, la perfection au masculin est lisse, désespérément lisse. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'acharnement à éradiquer les 5 millions de poils qui nous protègent du froid et des ultraviolets? D'abord parce que ça rapporte plus de 2 milliards de francs juste pour le marché des lames et rasoirs en France. Et puis aussi parce que la bestialité n'a pas bonne presse dans la société civilisée. Alors la pub ne se prive pas de tirer sur le poil à boulet rouge. C'est vrai que le poil garde des odeurs, garde la pollution et la saleté, donc moins on aura de poils et moins on sera sale et plus on sera propre. Du passage du singe à l'homme, on a commencé à se bagarrer contre le poil pour se dire mais non, je ne suis pas un gros singe velu, je suis un homme qui réfléchit avec une intelligence. Il y a une tendance générale au glabre, à l'imberbe, au lisse, avec une réduction des différences entre les sexes. Bonjour maman. Ce traitement extrêmement pointilleux du poil s'inscrit dans cette espèce de processus de civilisation, si toutefois la civilisation passe par là. Qu'il s'appelle rouflaquette sur les joues, vibrise dans les trous de nez ou taroupe entre les sourcils, plus besoin d'exhiber ses poils pour être un vrai mâle. Il y a 50 ans, le signe de la virilité pour un homme, c'était d'avoir une barbe, une moustache, le plus de poils partout. Aujourd'hui, le signe de la virilité repose vraiment dans le geste rasage lui-même. Et voilà comment on en vient à voir des gens déjà rasés dans des pubs pour les rasoirs. 3 lames spécialement positionnées pour raser de plus en plus près. Même le crâne, dernier bastion de la pilosité triomphante, en a pris un sacré coup depuis la Coupe du Monde. On peut être chauve et viril, comme Barthez.
qui visiblement aime bien le bœuf. Mordez du Big Mac, rendez-vous chez McDonald's. Et on peut être une femme branchée sans un poil sur le caillou. Décidément, les modèles ont bien changé. Dans nos sociétés, le velu, le barbu, c'est soit le révolutionnaire, l'ermite, l'homme des bois, le rebelle, l'écologiste militant. Quant à notre José Bové national, qui incarne la résistance au nouvel ordre mondial, il arbore fièrement une moustache à la Vercingétorix. C'est QFD. Et s'il y a d'autres actions qui méritent d'y aller, ben j'irai. Au contraire, à travers cet aspect glabre, à travers une domestication maximale du poil, on essaie, si vous voulez, de montrer qu'on est véritablement dans la société, dans un ordre. Il y a l'idée d'ordre également, l'idée de netteté. Tiens, en parlant d'ordre établi, Rasé d'aussi près. quel meilleur prescripteur pour un produit de rasage qu'un militaire? Williams, pour le plaisir d'être un homme. Et le plaisir d'être une femme dans tout ça? Eh ben, ça dépend des cultures. Par exemple, 85% des femmes françaises s'épilent, contre seulement 30% des Allemandes. Dans les pays du Nord, c'est le naturel qui est valorisé. Et si en Occident les poils pubiens sont érotiques, au Japon en revanche ils sont proscrits. Au pays du soleil levant, la pornographie ne connaît qu'une limite, le poil. À part ça, tout est permis. Au Japon, le code pénal de 1907, par son article 175, réprimande jusqu'à 2 ans de prison celui qui s'adonnerait à la représentation de scènes avec des poils pubiens. Tout cela est confirmé d'ailleurs par l'article 21 du code douanier. Et tout cela aboutissant au fait que des femmes d'âge mûr dans le bureau des douanes de Yokohama, près de Tokyo, inspectent les différents documents qui viennent de l'étranger pour voir s'il y a des représentations de poils pubiens, et à ce moment-là qui utilisent toute une série de moyens, de l'encre indélébile, des stylos effaceurs, pour éviter ce type de représentation. Dans nos contrées, quand le poil s'affiche, c'est pour créer la polémique. Voici une campagne pour le Fonds international de la sauvegarde des animaux qui a hérissé toute la population italienne. Cette célèbre marquise y montre la seule fourrure qu'elle n'a pas honte de porter. Même quand Julia Roberts se fait l'ambassadrice de charme du dessous de bras velu, ça ne prend pas. La dictature du lys est en marche et l'arsenal anti-poil est désormais complet puisque maintenant on attaque carrément au laser. Miracle de la science, pour 30 000 francs, elle peut vous en débarrasser définitivement, enfin sans garantie de résultat. Mais elle peut aussi en prendre là où il y en a pour en mettre là où il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y a des publications qui ont montré qu'une technique de greffe de cheveux prise sur le torse va fonctionner en étant greffé sur le cuir chevelu. Pour coller la moquette, il suffit d'un geste, oui. Pareil, dans certains pays asiatiques, en particulier au Japon, les femmes ont un système pileux très faiblement développé au niveau du pubis, et il arrive qu'on ait des demandes de greffe de poils au niveau du pubis. Décidément, c'est du coriace. On croit l'éliminer et il revient là où on ne l'attend pas. Finalement, peut-être que nous ne sommes pas prêts à nous en séparer définitivement. Car entre le refus de notre bestialité et la perte de notre identité, il s'en faut parfois d'un poil. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida. Et avec le relapse, vous savez, c'est cette tendance qui fait que certains utilisent moins systématiquement les capotes pendant les rapports sexuels. Et bien, avec le relapse, le sida continue tous les jours à faire des morts. L'inédit de la semaine s'attaque à ce problème, mais sa stratégie est radicalement différente des stratégies en vigueur chez les associations qui luttent contre le sida. Donc le film n'a pas été accepté. Nous, on vous laisse juge. C'est l'inédit de la semaine et on se retrouve tout de suite après la coupure pub. With a Caledonian blue, gold on a toll gate, God knows when it comes to what it is. It's what it
Hugo Woman. N'imitez pas. Innover. Retrouvons toute la finesse de maille dans une grande huile d'olive. Huile d'olive maille. Elle nous donne une autre idée du goût. Le choix parmi les plus grandes marques. 82 points de contrôle, la garantie or, satisfait ou remboursé. Aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de l'expertise du réseau Renault Occasion. Quant aux véhicules qui ne répondent pas aux exigences de Renault Occasion, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Renault Occasion, un goût certain pour la perfection. Et si on inventait un accès à Internet rien que pour vous? Liberty Surf. Accéder librement aux richesses de demain. Culture Pub, suite, on dit toujours que le marketing, ça consiste à fabriquer des produits dont les gens pensent avoir besoin. Eh bien, il y a de rares exceptions. Aujourd'hui, Culture Pub vous raconte l'histoire de l'incroyable Dr Scholl qui, au début du siècle, inventa une semelle qui épousait la forme de la voûte plantaire et des semelles qui, manifestement, n'intéressaient absolument personne. Jusqu'au jour où ce Dr Scholl rencontra un publicitaire. Un publicitaire très clairvoyant, parce qu'on est au début du siècle, 1903, et lui dit, c'est vrai, une chaussure c'est utile, une chaussure c'est beau à regarder, mais ce n'est absolument pas confortable. Eh bien nous, on va vendre l'idée du confort aux Américains, et bientôt, évidemment, tous, ils ne pourront plus se passer des chaussures du bon vieux Dr Scholl. Résultat des courses, aujourd'hui, ils sont des millions à prendre leurs pieds en clamant « c'est Scholl que j'aime ». 1882. Nous sommes au début du siècle dans une petite ferme de l'Illinois et... Non, ce n'est pas la petite maison dans la prairie, c'est tout simplement là que naquit le bon docteur Scholl. Scholl, vous savez, l'homme qui fait courir les filles grâce à ses semelles Splick-Splock tout confort qui règnent derrière les vitrines des pharmacies. C'est lui qui les a inventées. Il est d'origine allemande et très vite, il développe un intérêt très net pour le confort des pieds. À l'époque, tout le monde est fataliste, pensant que les pieds, ben oui, ça fait mal, c'est comme ça. Sauf William Scholl, qui fait ses études rien que pour prouver le contraire. À Chicago, il invente le Foot Easer, sa première semelle, et comprend qu'il faut faire de la publicité pour créer la demande. Quel précurseur! Il se développe outre-Atlantique et ouvre son premier magasin à Londres en 1912. Avec le Dr Scholl, c'est tous les jours Halloween. Mais ce qui branche le plus le docteur, c'est de se livrer à une lutte sans merci contre les corps aux pieds. À partir des années 20, Fixo et Zino, pansements révolutionnaires, rendent la marque célèbre dans le monde entier. Témoin, cette déclinaison de slogan dans toutes les langues possibles pour Zino. Bref, tandis que le monde traverse 2 guerres mondiales, Scholl prend à bras-le-corps tous les problèmes d'orteils et ainsi va croissant le succès de la marque jusqu'aux années 50, le pied. En 1960, on se réveille. Fini le diaporama, voici tout en couleur le produit phare de la marque qui inscrit définitivement Scholl dans l'histoire des pieds nickelés. Attention, j'ai nommé la claquette. Oui, la mythique claquette de tous les fantasmes, celle qui fait clac-clac sur le talon. En 68, à Londres, 3 Anglaises sur 5 la portent. Scholl devient sexy et le Dr Scholl s'éteint en pleine gloire. On rêve. Ask your chemist for genuine Scholl samples. Great shape to be in. Mais question communication, c'est pas vraiment ça. Quand on a froid aux pieds, on saute, hein? On saute! Ouais, alors, ça vole pas haut. Tenez, ici, on est en 81 en France, et franchement, on a beau sortir les arguments qui tuent. Issus de la recherche spatiale. On reste très terre à terre chez Scholl. Ne mettez pas la patrie en danger à cause de ces deux-là! Sportif, ne vous servez pas de ces deux-là pour terrasser vos adversaires. Ouais. Pourtant, en question produit, la marque s'active et innove. Semelle à bubules. Modèle spécial non.
En Thaïlande, on adore plutôt les claquettes high-tech. Ah, là-bas, on prononce col. Sans oublier qu'en plus des chaussures de confort, il y a toujours les produits de soins pour petons. La marque est aujourd'hui leader mondial dans ce rayon, malgré une communication universellement ringarde, faut bien le dire. Ah, je suis sûre, je suis cholle. Mais la révolution est en marche. Depuis 3 ans, certaines âmes charitables se battent dans les agences de pub pour voler au secours de Scholl avec des spots pour le moins surprenants. Tenez, ici on dirait une pub pour Nike, pas vrai? Raté! Ceux qui se démènent le plus pour sauver l'image interplanétaire de Scholl, ce sont les Argentins. Eux, au moins, ils n'hésitent pas à se lancer dans la super production pour que Scholl fasse peau neuve. Non soffio quel che dico e quel che faccio, se poi dopo orsati, sei tu forse un Bon, évidemment, c'est toujours un peu la même histoire, l'histoire d'un type au panard très parfumé qui asphyxie tout ce qui bouge sur son passage. Tiens, encore une victime. Vous avez pas bien vu? Allez, replay. Toujours pas bien vu? Allez, replay. Finalement, ce qui est génial avec cette sublime saga des pieds qui puent argentine, c'est qu'elle est enfin digne du génie du bon docteur Scholl. Le seul problème, c'est qu'on la voit qu'en Argentine. C'est bête, hein? Hey, mate. Don't you smell something funny? Yeah, man. It stinks. Crotte alors. Where do you reckon it comes from? I don't know. Let's move over. All right, let's go. Avec l'explosion d'Internet, en pub, on a vu le meilleur comme le pire. Eh bien, avec l'explosion du WAP, c'est-à-dire l'Internet sur votre téléphone portable, Planète Pub vous a dégoté le meilleur. Après avoir séduit les jeunes, KPN, le leader des téléphones mobiles en Hollande, s'attaque à une cible un peu plus classique, les familles et les seniors. Pour appâter ces réfractaires, la marque leur offre gratuitement un service de mini-messages spécialement étudié pour leur départ en vacances. Roulez jeunesse. Dit is toch de weg naar Avignon? Ja. Hier staat dat het er helemaal vast staat. Ik zie niks. Temporarily free with KPN Mobile Prepay. Text message holiday news. The latest news on your mobile phone. Le film que vous allez voir a été élu par les Norvégiens meilleure pub du mois d'octobre dans le magazine Campagne. Suite à sa diffusion, l'agence de pub a reçu des dizaines de lettres de félicitations. Ce triomphe semblerait confirmer le vieil adage, la musique adoucit les mœurs, bon, et elle durcit les ventes. Var dette her for noe? Nei, jeg skal til Gardermoen. Oh, I see a man at the back. As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner, let no one ignore her, 'cause she thinks she's the passionate one. Oh, yeah!